Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Fin du suspense pour les candidats aux législatives La République En Marche. Les noms de 428 personnalités issues en partie de la société civile ont été dévoilés. Ils doivent incarner le renouvellement. Manuel Valls n'a pas été investi mais n'aura pas de macroniste face à lui. À 3 jours de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, que retenir du quinquennat? On fera le bilan politique, social et économique de ce que devait être une présidence normale. On s'intéressera aussi à Hollande, chef de guerre, avec mes invités. Vers un report des élections sénatoriales, évoqué hier, l'hypothèse se précise. Un report d'1 an permettrait au nouveau président de la République d'appliquer rapidement la diminution du nombre de parlementaires. Le détail dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag présidentielle360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. « 428 candidats de La République En Marche pour les législatives. Ils sont issus de l'ensemble du spectre politique républicain. 52% viennent de la société civile. C'est ce qu'a annoncé Richard Ferrand, le secrétaire général de La République En Marche. On l'écoute. Au total, ce sont 19 000 dossiers de candidature qui ont été déposés sur la plateforme depuis le 19 janvier, sans compter l'afflux de quelques milliers ces derniers jours. En moyenne, qui ne sont donc pas prises en compte, vous l'aurez compris, dans ces statistiques. Aujourd'hui, ce sont 52% des candidates et des candidats qui sont issus de la société civile, au sens qu'ils n'ont jamais exercé de mandat électif et qu'ils n'exercent aujourd'hui aucun mandat politique. Sur la parité réelle, 214 candidats sont des femmes, 214 sont des hommes. De sorte que vous aurez compris que ce sont 428 candidats qui sont compris dans la liste qui vous sera fournie. Et on va tout de suite retrouver notre journaliste Cécile Sixou. Vous êtes devant le QG d'Emmanuel Macron où les candidats ont été présentés pour ces législatives. Et il y avait un cas qui suscitait l'attention des journalistes, c'est le cas Valls. Alors on sait qu'il n'y aura pas de candidat macroniste face à lui pour ces élections, mais il n'est pas non plus investi La République En Marche. Oui, alors comme vous venez de l'entendre, Delphine, 428 candidats ont été investis pour La République En Marche. Manuel Valls donc, ne fait pas partie de la liste. Richard Ferrand a expliqué qu'il ne répondait pas aux critères car il a déjà fait 3 mandats parlementaires. Mais comme Manuel Valls est une personnalité, la commission a choisi de ne pas mettre de candidat face à lui. On écoute Richard Ferrand. Nous avons constaté, le président de la Commission nationale d'investiture l'a confirmé, que la candidature de l'intéressé ne répondait pas aux critères, puisque l'un d'entre eux prévoit qu'aucun candidat ne peut être investi s'il a déjà effectué 3 mandats de parlementaire. Donc, et la règle est connue depuis le 19 janvier. Cela étant, nous estimons qu'au moment où nous voulons rassembler largement, ne pas donner l'impression d'humilier, de rejeter, d'être dans une vindicte qui pourrait être lue du moins par vous-même ou par d'autres, eh bien, à ce stade, nous n'investirons pas de candidates ou de candidats. Donc, nous n'investissons pas l'intéressé, mais nous ne lui opposons pas, a priori, de candidates et de candidats. Alors si on fait le calcul, Delphine, sur les 577 circonscriptions, il en reste 148 à pourvoir. Richard Ferrand a d'abord expliqué qu'il voulait laisser le temps à certains élus, notamment aux Républicains, qui ont déclaré vouloir aider le président de manifester leur candidature. L'autre explication, c'est que dans certaines circonscriptions, le mouvement pourrait ne pas placer de candidats, comme c'est le cas pour Manuel Valls, pour laisser plus de chance à des candidats qui voudraient participer à la majorité présidentielle. On pense notamment à Gilles Boyer ou à Bruno Le Maire. Voilà, en tout cas, mercredi prochain, on aura la liste définitive de tous les candidats.
Merci beaucoup Cécile pour toutes ces précisions. Vous étiez avec Quentin Calmet sur place. Et on continue les réactions politiques à cette présentation des candidats aux législatives avec Nicole Bricq, sénatrice soutien d'Emmanuel Macron, qui était il y a quelques instants au micro de Saveria Rejec. Nicole Bricq, En Marche a donc dévoilé une grande partie de ses investitures tout à l'heure. Est-ce que tout d'abord vous regrettez les psychodrames qui ont entouré ce processus, et je pense en particulier bien évidemment au cas de Manuel Valls? D'abord, c'est la deuxième étape, celle du renouvellement des têtes et en même temps le renouveau de la vie politique au niveau des méthodes de travail. Et je pense que Richard Ferrand, le secrétaire général du mouvement En Marche, a bien rectifié le tir dans le respect de ce qu'est Manuel Valls, l'ancien Premier ministre de la France, et par rapport à des déclarations que je jugerais hâtives, voire intempestive à l'annonce de sa démarche. Je crois qu'en disant qu'à ce stade, il n'y a pas d'investiture d'un ou d'une candidate d'En Marche dans cette circonscription, c'est un geste que j'apprécie. Mais néanmoins, vous êtes élu socialiste. Est-ce que vous regrettez le sort qui est fait depuis quelques jours à Manuel Valls, ancien Premier ministre, le sort que lui réserve à la fois son parti, son ancien parti, le Parti socialiste, mais également En Marche? Non, je pense qu'il était très délicat avant l'annonce des candidatures retenues de tordre les règles que la Commission nationale s'était fixée. Donc c'est vrai que ce n'était pas à propos dans cette phase-là. Maintenant, vous avez vu qu'il y a 149 circonscriptions qui ne sont pas encore passées vraiment, ils n'ont pas passé tous les stades, donc celle-là en fait partie. Alors ces 149 circonscriptions justement, et notamment avec beaucoup de députés sortants. Absolument. Est-ce que c'est pour laisser aux députés les Républicains le temps de voir si le Premier ministre est issu de leur rang, de la droite? Pas uniquement des députés, ça peut être aussi des maires, des candidats. Moi, par exemple, ce matin, dans mon département, j'ai appris qu'un maire important de Seine-et-Marne, président de l'agglomération de la préfecture, rompait son engagement chez les Républicains pour aller en marche vers Macron. Donc pour vous, des élus les républicains doivent participer au futur gouvernement à partir du moment où ils correspondent aux critères. Non, je parle du gouvernement. Ah, au niveau du gouvernement. Oui, à partir du moment où ils ont démontré qu'ils s'engageaient, c'est ça qui est le plus important, surtout pour un ministre, il y en a 15, pas plus, qu'ils s'engagent vraiment à faire en sorte que le programme d'Emmanuel Macron soit intégralement le leur, et c'est pas à la carte. Nicole Bricq, vous êtes une ancienne ministre de oui. François Hollande. Est-ce que vous seriez déçue si lundi le Premier ministre était issu des rangs de la droite ? Je crois que le mouvement d'Emmanuel Macron, il est pluraliste. S'il y a des gens compétents qui sont candidats au poste de ministre et qui s'engagent effectivement à ce que ce programme d'Emmanuel Macron soit effectif, je pense que ce sera une bonne chose pour la France. Dernière question très rapidement. Vous avez été investi par le Parti socialiste pour les sénatoriales de septembre. Est-ce que vous souhaitez conserver cette étiquette ou est-ce que vous souhaitez au contraire être investi par En Marche ? Moi, j'ai été un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Pour moi, il n'y a plus de sujet. Je sais que le PS est fini dans sa texture actuelle. Moi, je suis République En Marche et majorité présidentielle. Et je souhaiterais qu'au Sénat, il y ait précisément, relativement vite, un groupe où chacun, dans son pluralisme, soit représenté. Et on parle d'un report des élections sénatoriales. Oui, alors ça, c'est une idée qui avait déjà été évoquée il y a quelques mois. C'est une bonne idée, très rapidement. C'est la seule qui soit un peu compatible avec le souci d'Emmanuel Macron, qu'il n'a pas encore exprimé d'aller vite sur ce sujet, notamment par rapport au nombre de parlementaires. C'est un engagement de campagne, il le tiendra. Très bien, merci beaucoup. Merci Nicole Bricq d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt sur notre antenne. Et puis à noter, parmi les personnalités investies par En Marche, eh bien, le conseiller communication de François Hollande, Gaspard Ganzer, les anciens juges d'instruction, Éric Alphen et Laurence Vichniewski. À noter aussi le mathématicien Cédric Villani, la torera Marie Sarah. Et puis annoncé comme candidat En Marche, le président du rugby club toulonnais, Mourad Boudjelal, a finalement démenti. Et à droite, on s'inquiète du départ possible d'élus Les Républicains vers La République En Marche. Bernard Accoyer dénonce un véritable débauchage. On l'écoute. Je peux vous donner une information ce matin, c'est que hier encore, Monsieur Delevoye et son entourage appelaient des élus LR et UDI pour se livrer et leur proposer des débauchages individuels. Donc on voit bien que le renouvellement est un renouvellement qui en a le nom, mais qui méritera d'être regardé de plus près, parce que finalement, avec le recyclage, grosso modo, de plus d'un tiers des députés socialistes, avec les personnels politiques qui entourent le modem de monsieur, ou qui composent le modem de monsieur Bayrou, il restera des places, c'est vrai, pour les candidats Internet qui n'auront guère d'expérience. Et avec ces députés, avec cette majorité, il faudra réformer le pays. Bon, donc tout cela n'est pas aussi simple qu'on veut bien nous le dire. Et on va retrouver à nouveau Saveria Rojek pour une réaction avec la sénatrice LR du Bas-Rhin, Fabienne Keller. Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. L'opposition constructive que vous prenez depuis quelques jours au sein des Républicains, au sein de votre parti, elle peut aller jusqu'où? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à faire partie du futur gouvernement d'Emmanuel Macron? Alors, c'est une option, une proposition que nous avons formulée, notamment les jupéistes, mais aussi les personnes qui accompagnent Bruno Le Maire et plusieurs sarkozystes, Gérald Darmanin, Xavier Bertrand, parce que nous sentons bien que les Français, ils ont le souhait qu'on avance, qu'on travaille. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur des éléments forts du projet. Alors, pour le gouvernement, je ne peux pas vous répondre, parce que tout dépend du choix quand même symbolique du Premier ministre. Et ça, j'ai le sentiment que rien ne filtre et que seul Emmanuel Macron lui-même à la réponse. C'est-à-dire que vous réclamez que le Premier ministre soit issu des rangs de la droite? Je pense que ce serait cohérent avec les affichages du président. Il a dit qu'il voulait gouverner la France au centre-droit, centre-gauche. Il a dit aussi que voilà, il voulait faire de la politique autrement, être dans l'action. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour la France, ces réformes, par exemple, du droit du travail qu'on n'arrive pas à faire depuis plusieurs gouvernements. Enfin, être en capacité de créer un consensus, un nombre suffisant de personnes qui adhèrent, de parlementaires. D'ailleurs, j'ai un collègue dans le Haut-Rhin, il a déjà pris cette position parce qu'il sent bien, un collègue candidat pour la députation, il sent bien que ses concitoyens et électeurs, ils ont besoin qu'on avance. Alors on comprend votre discours, travailler ensemble, mais en restant ce que vous êtes. Mais au sein de votre parti, François Baroin, le chef de file des législatives, a menacé. Il va falloir choisir son camp. Il a même menacé d'exclusion. Est-ce que vous avez peur de certaines représailles? Alors moi je respecte la position officielle des Républicains, qui est de s'opposer. Il espère une majorité à l'Assemblée nationale, qui n'est pas certaine. Mais moi, il me semble qu'il y a une sorte de soulagement après cette élection présidentielle et que les Français ont envie qu'on avance. C'est pour ça que moi, je porte ce débat au sein du bureau politique. Alors, on a évoqué l'exclusion. Je crois une exclusion, c'est toujours un aveu de faiblesse, au fond. Est-ce que vous pensez qu'aucun parti n'aura seul la majorité absolue à l'issue des législatives et donc il faudra nécessairement accepter d'entrer dans une coalition? Alors, j'ai pas de boule de cristal pour les élections, mais on peut penser qu'il est vraisemblable qu'En Marche n'aura pas une majorité absolue, que les Républicains ne l'auront pas et que Mélenchon, qui affirme vouloir la rechercher, pas non plus. Donc c'est un élément qui pourrait conduire à cette coalition, mais je crois qu'on peut aussi avoir la démarche dès maintenant plus positive de ce discours qui veut prendre en compte cette nouvelle réalité. C'est pas un des grands partis qui a gagné cette élection présidentielle. La politique maintenant, voilà, elle est vraiment autrement. Et ça, il faut vraiment laisser au nouveau président. C'est lui qui a réussi cela. Mais il faut aussi rester nous-mêmes.
Moi, je sais d'où je viens, je suis strasbourgeoise, je suis humaniste rhénane, et il faut que nous pesions avec notre sensibilité pour faire avancer la France. Dernière question très rapidement, Fabienne Keller. On parle depuis hier d'un report possible des élections sénatoriales. Est-ce que vous y seriez favorable ? Alors c'est un élément un peu technique qui permettrait au nouveau gouvernement de travailler au mois de septembre. Ça c'est utile, mais il semble que le déséquilibre entre les deux moitiés du Sénat puisse poser problème, puisque la moitié des départements ne seraient pas représentés par le même nombre de sénateurs. C'est un problème constitutionnel. Mais voilà, si cela permet de mieux travailler dans la foulée de l'élection d'une nouvelle Assemblée, c'est une hypothèse qui est plutôt positive. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci Fabienne Keller d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup Saveria. On continue sur ces législatives avec ce duel annoncé. Jean-Luc Mélenchon, Patrick Mennucci à Marseille. Il fait des vagues dans le Vieux-Port. Le socialiste promet l'affrontement complet au leader de la France insoumise qui a été reçu cet après-midi par le sénateur maire Jean-Claude Gaudin, Fabien Recker. C'est un parachutage en terrain hostile. Mais en déplacement aujourd'hui à Marseille pour lancer sa campagne, Jean-Luc Mélenchon assume. Nous sommes tous parachutés dans la vie. Si il y en a qui l'ont oublié, je leur rappelle. Aucun d'entre eux n'a pris la décision de naître. Et de même, quand je viens ici, eh bien, je suis comme partout ailleurs dans mon pays. Sénateur de l'Essonne, puis battu par Marine Le Pen à Hénin-Beaumont en 2012, le candidat de la France insoumise s'attaque cette fois à une circonscription fortement ancrée à gauche. Un point de chute qui surprend, alors que dans la circonscription voisine, le FN est en position de force. Le député sortant Patrick Mennucci dénonce une démarche de tourisme politique. C'est la 5e fois qu'il change de lieu de vote, et bien il va falloir qu'on discute de tout ça en même temps qu'il faudra qu'il nous explique ce qu'il connaît du centre-ville de Marseille, à part le Vieux-Port, un jour de soleil et de meeting. Donc voilà, il a choisi l'affrontement, il va l'avoir. Après avoir annoncé qu'il n'y aura pas d'accord avec les communistes, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa stratégie de cavalier seul à gauche. Une stratégie assumée par la France insoumise. Vous savez, il y a plus de 370 circonscriptions où notre force politique peut être en capacité d'aller au-delà des 12,5% des inscrits qui sont nécessaires pour être présent au deuxième tour. Donc là, notre objectif, c'est la gagne. Si Jean-Luc Mélenchon avait fini en tête à Marseille au premier tour de la présidentielle, pas sûr toutefois que la cité phocéenne lui serve de marchepied pour remporter les législatives. Le combat avec Patrick Mennucci, son ancien compagnon de route au PS, s'annonce âpre. Nous vous en parlions hier. L'hypothèse d'un report des élections sénatoriales se précise. Prévue le 24 septembre prochain, elle pourrait être reportée d'1 an. Objectif, rendre effective rapidement la réforme du nombre de parlementaires. Jérôme Rabier. Elle n'est pas en marche, elle court la rumeur sur un possible report des élections sénatoriales prévues en septembre prochain. Partie d'un article du Bulletin quotidien, elle circule désormais jusqu'au plus haut sommet de l'État, comme le confirment certains élus. Beaucoup en parlent, y compris des ministres, dont je tairai le nom, qui en ont parlé hier, je le sais, puisque l'un d'entre eux m'a appelé pour m'en parler avant le Conseil des ministres. Donc c'est un sujet qui semble être, selon les échos que j'ai, acté par le président de la République. La moitié de la Chambre haute devait être concernée, soit 170 sénateurs, mais Emmanuel Macron envisagerait de repousser leur mandat d'1 an pour faire passer la loi sur la diminution du nombre de parlementaires. Il n'y a pas d'autre solution que de reporter les sénatoriales de 2017 à 2018. Donc c'est une bonne solution pour vous? Oui, j'y suis très favorable. J'ai d'ailleurs un peu travaillé sur le sujet afin de préparer ce texte de loi pour une diminution générale de tous les sénateurs en 2021. Mais à moins de 5 mois de cette échéance électorale, est-ce possible? Sans le souhaiter, le président du Sénat laisse la porte ouverte et doit s'entretenir de ce sujet avec Emmanuel Macron ce week-end. Moi, je suis par nature pour le respect des règles en cours, en démocratie. Ça n'est pas, semble-t-il, juridiquement impossible. Il reste encore à examiner quelques aspects constitutionnels. La décision, quelle qu'elle soit, doit être rapidement actée, car les sénateurs devront, pour valider ce report, voter une loi organique et le Conseil constitutionnel se prononcer. Dans le reste de l'actualité au Sénat, les conclusions de la commission d'enquête sur les compensations aux atteintes à la biodiversité. Les sénateurs préconisent la mise en place d'une stratégie nationale. Géraldine Baboileau. Peut-on compenser les atteintes faites à la nature lors d'un grand chantier en protégeant ou en réparant ce qui est détruit? C'est en tout cas ce que souhaite la loi biodiversité, votée en 2016 avec le système de pollueur-payeur.
Ça veut dire que quand on détruit une zone humide, il faut recréer une zone humide. Donc c'est beaucoup d'ingénierie. Quand on détruit une mare, pour être un peu simpliste, il faut recreuser de nouvelles mares. Les sénateurs se sont donc posé la question en examinant 4 grands projets. L'autoroute A65, le projet LGV Tours-Bordeaux, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ainsi que la réserve d'actifs naturels de Coussure. Et le constat est accablant. Et la perte liée aux infrastructures ou à l'étalement urbain est importante. On perd du foncier agricole, on perd à peu près un département tous les 10 ans, mais la plupart du temps, on va s'adresser au monde agricole qui gère la quasi-totalité de l'espace disponible. Donc c'est le changement de pratique agricole qui est le principal facteur en termes de compensation. Parmi les préconisations des sénateurs, une meilleure intégration du monde agricole à la compensation, un renforcement de la collaboration publique-privée et un axe important. Nous, ce qu'on dit, fondamentalement, c'est qu'il faut s'adosser sur un consensus scientifique. Et si le consensus scientifique, c'est de dire la compensation n'est pas possible, alors il faut aussi savoir abandonner des projets. Les 17 sénateurs de sensibilités politiques différentes ont tout de même réussi à se mettre d'accord sur des propositions innovantes. Reste à attendre leur mise en application. François Hollande prépare l'avenir. Le futur ex-chef de l'État va s'investir dans les prochains mois dans sa fondation. La France s'engage. Alors avant de parler de son bilan, je vous propose de l'écouter. C'était ce matin. Je me suis engagé très tôt, y compris sur le plan électoral. La première fois que je me suis présenté à une élection, j'avais 26 ans. Donc je me suis déterminé pour que ce ne soit pas simplement un moment de mon existence, mais véritablement toute mon existence. Je n'avais pas pensé nécessairement, lorsque je me suis présenté pour la première fois au suffrage, que je deviendrais président de la République. Certains peuvent avoir même une accélération et se présenter au suffrage pour la première fois et devenir président de la République. Ça peut arriver. Je n'avais pas pensé être président de la République, mais je m'étais engagé pleinement dans la vie publique, sans avoir nécessairement l'idée que je pourrais me porter à plusieurs mandats. J'en ai exercé un certain nombre. Mais je savais que ce premier acte déterminerait toute ma vie. Et mes invités, pour évoquer ce bilan du quinquennat, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Bergogneau. Bonsoir, vous êtes historien, spécialiste du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous. J'accueille également Bruno Cotresse. Bonsoir, chercheur au CNRS, membre du CEVIPOF. Et avec nous également pour nous accompagner, Ziad Gebran. Vous êtes directeur conseil chez Little Wing, c'est une agence conseillère en communication. Et vous êtes co-auteur du livre « Moi, président des Couacs » aux éditions Kawa. Merci à tous les trois. Je vous ai vu réagir, Bruno Cotresse, à ce que François Hollande vient d'être dit. Il nous rappelle qu'il n'avait pas forcément pensé être président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, justement, rétrospectivement par rapport à tout son quinquennat? Comment vous l'analysez? Cette phrase très intéressante parce qu'on retrouve une rhétorique assez François Hollande, c'est-à-dire on peut lire à plusieurs niveaux ce qui est dit. On retrouve aussi une communication qui est à la fois affectueuse vis-à-vis d'Emmanuel Macron et en même temps il y a des éléments qui sont tout en malice vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il rappelle que lui, il a commencé sa carrière politique à 26 ans. Donc ça, c'est pour dire, il n'y a pas que toi, Emmanuel, qui a été jeune en politique. Et puis aussi, moi, je n'ai pas tout de suite pensé être président de la République. J'ai franchi les étapes une à une. Donc on retrouve là quelque chose. On voit que François Hollande est depuis plusieurs semaines dans un exercice de retisser à la fois le lien et d'essayer de construire sa sortie et de construire une narration autour de sa sortie de la vie politique, en tout cas au minimum de l'Élysée. Et donc là, on voit des éléments qui sont très intéressants depuis l'élection d'Emmanuel Macron et notamment la manière dont il essaye je ne dirais pas de prendre Emmanuel Macron sous son aile protectrice, mais en tout cas de dire j'y suis peut-être pas totalement pour rien à l'élection d'Emmanuel Macron. Alain Bergogneau, c'est un exercice délicat de dresser le bilan de ce quinquennat, puisque c'est la première fois qu'un président finalement sortant ne se représente pas. Il a été empêché, ça porte forcément un jugement négatif sur son action passée? Le terme d'empêcher a été utilisé par Emmanuel Macron pour le définir. Donc je crois que là, il est en train, comme le disait Bruno Cotresse, de construire un récit. Et dans un certain sens, Emmanuel Macron ayant été proche de lui, il montre aux Français, et les images de la journée du 8 mai étaient caractéristiques de ce point de vue,
que dans le fond, son bilan n'est pas si mauvais, puisque un de ses conseillers, un de ses ministres devient président de la République. Donc c'est une manière de valoriser le bilan, mais en finesse aussi, pour montrer les différences. Parce qu'ensuite, il y aura les mois qui vont venir, on verra quel discours il tient et sur quel point il veut insister. Mais là, c'est la construction, effectivement, d'un récit qui, jusqu'à présent, c'est ça le paradoxe, manquait au quinquennat. Ziad Gebran, est-ce que pour vous, le fait qu'il ne se représente pas par définition, ça veut dire que son bilan est forcément négatif ? Alors sur le plan politique, ça c'est aux observateurs politiques de le juger, mais en tout cas sur le plan de la communication et des symboles, c'est vrai que la campagne électorale n'a pas permis de faire le bilan justement du mandat de François Hollande parce qu'il ne s'est pas représenté. Et on a vu que ce bilan était complètement absent, des discours à la fois... Personne ne voulait porter effectivement le bilan de François Hollande dans cette campagne. On l'a vu pendant le débat où Marine Le Pen a essayé justement de le faire porter à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron justement le rejeter pour ne pas le porter. Donc c'est vrai que le bilan n'a pas été fait, François Hollande se retrouve justement obligé aujourd'hui, une fois qu'il sort de l'Élysée, obligé de le faire alors qu'il ne l'a fait ni pendant son quinquennat, ni justement pendant cette campagne, puisqu'il n'était pas partie prenante. Ouais, Bruno Cottresse, c'est vrai qu'il avait la lourde tâche de faire fructifier cet héritage socialiste après François Mitterrand. Au final, est-ce qu'il y est parvenu ? Difficile à dire aujourd'hui parce qu'on manque encore de recul. Ce qui est certain, c'est que le mandat de François Hollande a été caractérisé par une forme d'impasse au bout d'un moment, c'est-à-dire que François Hollande s'est retrouvé président de la République à l'issue d'une primaire, certes, mais aussi à l'issue d'une primaire où un autre candidat qui était aussi en attente n'a pas pu être candidat à la présidence de la République. Et François Hollande a inscrit un mandat qui était un mandat qui en même temps s'inscrivait dans les pas de François Hollande, et en même temps on n'était plus dans la même histoire que François Hollande. Les communistes ne sont pas au gouvernement, les écologistes de 2012 ne sont pas exactement l'équivalent de ce qu'on avait connu au moment de l'union de la gauche et de François Mitterrand, et surtout François Hollande va subir de plein fouet non seulement bien sûr les crises qu'on va avoir au plan économique, mais surtout une division extrême de la famille socialiste sur la question de l'Europe. Et à l'époque de François Dès 2012, voilà, il a été le premier secrétaire du parti au moment du référendum. Donc on voit qu'il y a là quelque chose de très important qui va marquer avec des conséquences extrêmement profondes tout le mandat de François Hollande et qui a des répercussions jusqu'à ce qu'on a vu aujourd'hui quasiment, y compris dans les fractures à l'intérieur de la campagne du candidat Hamon. Ouais. Un mot peut-être, oui, Alain Laure-Dugnon ? Je crois que vous faisiez la comparaison avec François Mitterrand. Je crois qu'il faut dire très honnêtement qu'il a hérité en 2012 d'une situation beaucoup plus difficile que celle de François Mitterrand en 1981 ou que celle de Lionel Jospin en 1997. Parce qu'il y avait vraiment une conjonction après la grande crise financière et économique de 2008 de difficultés. Et puis, difficultés économique, c'est évident, au point de vue des déficits, de la dette, de la perte de compétitivité de la France, mais aussi de difficultés politiques, parce qu'il faut rappeler qu'au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, la gauche rassemblée, et qui était en plus divisée, ne faisait que 43 et quelques % des suffrages. Donc il était à la fois économiquement et politiquement dans une situation difficile. Et c'est là qu'il faudrait commencer à rentrer dans le fond du débat. Et c'est ça, je pense, un des fils, sinon rouge, tout au moins un des fils du quinquennat, c'est qu'il a essayé de serrer les difficultés. Il n'a pas voulu, et c'est pour ça que la comparaison avec Emmanuel Macron est intéressante, parce que Emmanuel Macron était un de ses conseillers en 2012. Et dans l'équipe qu'on trouve, notamment des économistes d'Emmanuel Macron, on a les mêmes. Jean Pisani-Ferry et d'autres, etc. Et là, François Hollande, d'emblée, a eu un choix. Un certain nombre de ses conseillers, dont Emmanuel Macron, lui conseillaient de faire une série de réformes structurelles importantes tout de suite pour réveiller un potentiel de croissance. Et lui, il ne les a pas écoutés. Il a voulu diluer les choses, avancer par étapes, une première étape, après une deuxième, et puis dans la troisième, on redistribuerait. Donc il a réagi en politique. Et non pas en économiste. Et il est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a tiré la leçon de ses débuts du quinquennat, et on verra évidemment ce qui se passe, parce que les choses sont toujours plus compliquées, mais lui, il veut faire des réformes fortes tout de suite. Donc, et François Hollande a réagi en politique, et il a pensé que le calendrier
lui permettrait de résoudre les problèmes les uns après les autres sans coaliser les difficultés. Or on verra peut-être, on aura l'occasion, à partir de 2013-2014, il s'est trouvé dans une impasse politique et les choix des débuts de quinquennat ou de septennat autrefois sont évidemment tout à fait majeurs. Justement, vous me faites la transition à Alain Bergogneau puisqu'on va voir ce sujet de Sandra Cerqueira, puisque François Hollande, on l'a dit, il se voulait le chantre du compromis et de la synthèse et au final, il n'aura pas réussi à asseoir son autorité. Il laisse un PS en déshérence. Alors à l'origine du délitement, ces choix souvent incompris qui ont conduit à la démission de nombreux ministres. C'est un sujet de Sandra Cerqueira. 6 mai 2012, la gauche en liesse pour fêter la victoire de François Hollande. Merci peuple de France, ici rassemblés, d'avoir permis que la gauche ait un successeur à François Mitterrand. 5 ans plus tard, dans l'incapacité à se représenter, François Hollande laisse un bilan politique au goût amer. Dès les premiers mois de son quinquennat, couacs et recadrage s'enchaînent, jusqu'à ce qu'Arnaud Montebourg soit débarqué du gouvernement en 2014, après avoir dénoncé des hausses d'impôts non prévues dans le programme du candidat Hollande. Le monde entier nous presse, nous supplie même, de faire cesser ces politiques d'austérité absurdes. Même sort pour Benoît Hamon, Aurélie Filippetti. Les cautions de gauche ne participeront pas au deuxième gouvernement avec Manuel Valls. Ni les Verts, la majorité s'effrite. Puis s'ouvre une crise morale avec la déchéance de nationalité voulue par François Hollande en 2015 après les attentats. Christiane Taubira, figure emblématique de la gauche, quitte le gouvernement. Sur un désaccord politique majeur, je choisis d'être fidèle à moi-même, fidèle à nous. Les tensions s'accentuent avec l'aile gauche des parlementaires, opposée à la politique sociale libérale mise en place. François Hollande peine à obtenir une majorité sur de nombreux projets de loi. Je connais les immobilismes et les conservatismes. Et je sais aussi que certains préfèrent les postures à la réforme. Les passages en force avec le 49-3 sur les lois Macron et El Khomri durcissent encore le camp des socialistes frondeurs et entérinent la fracture au sein du PS. Nous pensons qu'il n'est pas possible d'imposer au groupe socialiste une unanimité de façade en raison de l'impasse économique et politique dans laquelle on se trouve. La gauche, à son apogée en 2012, enchaîne les défaites électorales. La synthèse chère à François Hollande s'achève sur le score pathétique du PS à la présidentielle. Un parti en voie de disparition. On continue le bilan du quinquennat de François Hollande avec un nouvel invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Pascal Boniface, bonsoir, directeur de l'IRIS, c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, auteur de ce livre « Je t'aimais bien, tu sais » aux éditions Max Milot, dans lequel vous analysez le déclassement de la France aux yeux du monde. Peut-être une question pour vous, Ziad Gebran. On a vu ces différentes étapes qui ont marqué le bilan politique du quinquennat de François Hollande. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi peut-être trop d'ambiguïté dès 2012 qui ont conduit à l'exaspération des Français et aux difficultés qu'il a pu rencontrer François Hollande? Effectivement, François Hollande n'a jamais en fait donné la ligne directrice de son quinquennat, le fil rouge qu'il voulait donner. Et inversement, quand il a eu des accès d'autorité, il a voulu justement, il s'est piégé en donnant une grille d'analyse qu'il a complètement cornerisée vis-à-vis des journalistes et des observateurs, notamment l'inversion de la courbe du chômage, où justement il a conditionné sa candidature et le succès de son quinquennat à cet indicateur, et il a forcé en fait les gens à le juger par rapport à ça. Donc justement, en n'étant pas clair sur ce qu'il voulait faire, là où il emmenait le pays, notamment par rapport à ses promesses, parce que je pense que la grande difficulté de François Hollande, c'était le grand écart qu'il a dû faire entre ses promesses de campagne, une campagne très à gauche, et une fois qu'il a été au gouvernement, des mesures qui étaient plutôt libérales, ou en tout cas favorisant la compétitivité. Donc ce grand écart, il n'a pas su le gérer, et justement ce qui a créé un désamour dans l'opinion. Et s'il y a juste un mot qu'on peut retenir, et qui revient dans la bouche de François Hollande, et que vous repreniez vous, c'est la réconciliation. François Hollande avait été élu aussi sur la réconciliation par rapport à un quinquennat de Nicolas Sarkozy qui n'était pas apaisé, et on voit qu'il n'a pas réussi, et Emmanuel Macron mise aussi là-dessus pour dire je serai le président de la réconciliation. Ouais. Bruno Cottret, ça lui a valu de nombreux procès en trahison tout au long de son quinquennat, ces changements de cap. Oui, mais qui sont sans doute liés à un problème à la fois de fil rouge, de narration
et sans aucun doute de quelques moments clés sur lesquels il a manqué de donner leur signification à ces moments clés. Parce que quand on reprend le discours du Bourget, moi je l'ai réécouté de très nombreuses reprises, vraiment, quand on le réécoute, le discours du Bourget, on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire que François Hollande ait trahi ses engagements de campagne. Il y a de très nombreux points du discours du Bourget qui soit ont été clairement mis en œuvre, soit ont été mis à moitié en œuvre, soit il a essayé de les mettre en œuvre, il a été bloqué par tout un tas de mécanismes. Et au fond, ce qu'on a surtout retenu du discours du Bourget, c'est mon ennemi, c'est le monde de la finance, et je renégocier le traité de stabilité budgétaire. Il y a eu un moment où François Hollande essaye d'interpréter ce double objectif, ça a été la crise grecque. Au moment de la crise grecque, on a à la fois mon ennemi, c'est la finance. Vous voyez par rapport aux Allemands, par rapport à Schäuble, et puis je vais renégocier le traité de stabilité budgétaire. Je donne une impulsion à l'Europe. On conserve les Grecs dans la zone euro. Donc là, l'Europe, c'est quelque chose qui n'est pas seulement une question économique, c'est pas seulement une question de stabilité budgétaire. Donc c'est surtout une question de narration, et notamment au début de l'année 2014, lorsqu'il fait sa fameuse conférence de presse où il dit « oui, je suis social-démocrate, bien sûr ». Et c'est à ce moment-là où François Hollande probablement manque la balle de match de son quinquennat, qui est de s'engouffrer, de dire « bah oui, effectivement, c'est bien ça, et je vais déployer tout un projet, je vais mettre en œuvre toute une histoire ». Et après, il donne le sentiment de constamment naviguer, effectivement, entre différents courants, gauche-droite, à l'intérieur de sa famille politique. Oui, je crois que ça, c'est le point important, parce que c'est le problème de la méthode politique. Et comme nous avons peu de temps, je ne prendrai qu'un seul exemple pour montrer que, dans le fond, il n'a pas pu expliquer exactement ce qu'il faisait. Parce que la question européenne, il s'était engagé à renégocier le traité, le TSCG. Il s'est rendu compte, et il l'a dit dans le fameux livre avec les 2 journalistes du Monde, qu'il n'y avait pas de rapport de force pour négocier avec l'Allemagne, que même dans l'Europe du Sud, ni l'Espagne ni l'Italie ne voulaient le suivre dans un bras de fer avec l'Allemagne. Donc, alors ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a signé le traité, il a pris des engagements, et il a obtenu une tolérance de la Commission européenne et de l'Allemagne pour que la France diminue ses déficits lentement. Et d'ailleurs, on n'est toujours pas arrivé aux 3%. Alors que c'était bon. Mais ça, il ne pouvait pas l'expliquer. Parce qu'il aurait fallu expliquer justement ce deal habile, mais qui n'était pas clair. Et du fait, il n'a pas mené une réelle politique d'austérité, même s'il y a eu des limites dans les dépenses, etc. Le pouvoir d'achat a continué à augmenter dans cette période, certes pas pour tout le monde, c'était le problème du chômage et lancinant. Et alors il a été accusé, mot de trahison, par toute la gauche et même au sein du Parti socialiste de mener une politique d'austérité d'enfer. En réalité, cette politique d'austérité était extrêmement modérée. Mais ça, il ne pouvait pas l'expliquer, parce que ça tenait à un deal avec essentiellement la chancelière, et puis que suivait la Commission européenne. Donc on a mené une politique très modérée, au point de vue restriction, en réalité, des dépenses publiques, très loin de ce que pouvait raconter la gauche. La protection sociale a continué à progresser, mais comment expliquer cela ? Or, c'est tout le problème de François Hollande. C'est une méthode politique faite d'habileté pour diluer les difficultés, pour les serrer, mais au total, évidemment, et comme problème de pédagogie. Voilà, et puis tout le monde avait remarqué cette fameuse expression toujours dans ce livre qui est quand même très intéressant pour comprendre le quinquennat. J'ai pas eu de bol. Donc tout le monde a dit mais qu'est-ce que ça veut dire avoir pas de bol. En fait, il pensait diluer les difficultés et il croyait que la croissance, il y a une dynamique cyclique de la croissance et qu'elle reviendrait. Simplement, elle n'est pas revenue. Et donc, après, il y a eu une impasse et la fiscalité est apparue beaucoup trop forte. Et on s'est retrouvé dès 2013 et 2014 dans une très grande difficulté politique qui n'avait pas anticipé comme cela. Je crois que c'est comme ça qu'on peut commencer à rendre compte de ce qui s'est passé dans ce quinquennat. Pascal Boniface, je voudrais vous entendre, puisqu'on a entendu dans le sujet de Sandra Cercas, la question de la déchéance de nationalité. Ça a provoqué une véritable crise morale à gauche. Ça a été rappelé à la démission de Christiane Taubira. Sur la lutte contre le terrorisme, là aussi, il n'a pas su expliquer ses choix. Alain Bergogneau évoquait justement ce problème d'incompréhension, de manque de pédagogie. Non, peut-être pas. Mis à part sur ce problème très sensible de déchéance de nationalité qui a effectivement conduit à une rupture extrêmement importante, puisque c'est sur ce point qu'Emmanuel Macron s'est séparé de Manuel Valls et donc de François Hollande. Et à l'extérieur aussi, alors qu'il avait reçu une très belle réconciliation
relations avec l'Algérie et qu'il avait de très bonnes relations avec les pays du Maghreb, ça a été vu aussi comme quelque chose de stigmatisant. Mais pour le reste, par rapport à la lutte contre le terrorisme, jamais il n'est tombé dans les provocations, dans les raccourcis. Il a évité les termes d'islamo-fascisme. Il était beaucoup plus calme que son Premier ministre là-dessus. Il a refusé tout amalgame sur musulmans, terrorisme, etc., tout en maintenant le cap. Et c'est vrai que sur ce domaine-là, alors on pourrait dire il en a beaucoup parlé, et peut-être on en a trop parlé, ça c'est un autre sujet. Il pouvait penser qu'il n'était pas possible de le faire autrement par rapport au public. Mais en tous les cas, il n'a pas mis d'huile sur le feu sur les peurs des Français à ce moment-là. Et c'était extrêmement important parce que dans d'autres pays où d'autres responsables politiques avaient une vision un peu plus, je dirais, enflammée de la façon de lutter contre le terrorisme ou même simplement d'explication des causes du terrorisme. Ce n'est pas lui qui a dit que comprendre, c'est légitimer, etc. Donc il a quand même maintenu le cap en donnant les moyens de lutte. Alors on peut dire Vigipirate, etc. On peut point par point ergoter, mais en tous les cas, il s'est engagé et à des moments clés, aussi bien pour le 11 janvier 2015 qu'après le 13 novembre, il a joué son rôle de chef de l'État en donnant les moyens de la protection du territoire des citoyens, mais sans tomber dans les excès de peur. Et c'est pour cela que cet épisode de l'échange de nationalité est d'autant plus incongru et d'autant plus bizarre parce que là, du coup, il a voulu faire une sorte de coup médiatique dont on sait que, enfin, on peut débattre, mais il est certain que ceux qui commettent des attentats ne sont pas effrayés par une éventuelle perte de nationalité. Et donc là, on a vu qu'il a plus voulu répondre à une demande du milieu politique et médiatique qu'à un réel besoin de lutte contre le terrorisme. Ouais. Le 13 avril dernier, il disait à l'hebdomadaire Le Point, je suis malheureux qu'une partie de la gauche n'ait pas compris tout ce que nous faisions. C'est là aussi la clé, et peut-être pour comprendre qu'on n'a jamais su ce qu'était le hollandisme, Ziad Gebran. Et il le dit lui-même, en fait, il dit, c'est pas à moi de définir ce que c'est le hollandisme et ce que sera la présidence François Hollande. Et en fait, le problème de François Hollande, c'est qu'il a laissé les autres parler pour lui. Il n'a jamais voulu, justement, lui, porter un discours et une vision, un fil rouge. Voilà, oui, mais ça, c'est typique de sa personnalité, parce que si je fais le constat sur les questions de relations internationales, il n'a jamais été dans le conceptuel. Il n'a pas fait comme Mitterrand. Macron s'est référé dans la campagne au gaulo-mitterrandisme. Hollande a fui ce terme comme il a fui tout autre terme. Et donc, comme c'est essentiellement un pragmatique, il a toujours eu peur, au niveau géopolitique, mais je pense que c'est pareil dans les domaines dont vous êtes, vous, spécialiste, d'être enfermé dans un schéma théorique qui l'aurait rendu prisonnier. Et sa méthode, c'est toujours de faire effectivement avec habileté des arrangements. Mais s'il y a une doctrine, il est prisonnier. Et donc, mais en même temps, de temps en temps, il faut parler aux gens. Il faut expliquer ce que l'on fait dans un cadre doctrinal. Et là, c'est peut-être ça qui a manqué, effectivement. Surtout, les journalistes ont parlé pour lui, ou en tout cas, les commentateurs, et du coup, qui ont installé un bruit négatif autour de sa présidence, et il n'a pas réussi à le contrecarrer. Alors, on continue d'analyser le bilan du quinquennat de François Hollande, et on sait qu'il avait conditionné sa candidature à une inversion de la courbe du chômage. Le pari était osé, et l'a poursuivi tout au long du quinquennat. Retour sur le bilan économique de François Hollande avec Mounir Soussi. Dès le début du quinquennat, François Hollande se lance dans la bataille pour l'emploi avec une idée fixe. L'objectif que je me suis fixé, c'est d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Plusieurs mesures vont être mises en place pour stimuler les embauches, les contrats de génération et les emplois d'avenir pour lutter contre le chômage des jeunes. 325 000 moins de 25 ans ont bénéficié de ces contrats de 5 ans maximum. Mais le cœur de la stratégie a reposé sur un défi lancé au patronat. Je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple. Moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités, et en même temps, une contrepartie. Plus d'embauches et plus de dialogue social. Le pacte de responsabilité couplé au crédit impôt compétitivité emploi a dégagé 33 milliards d'euros pour les entreprises. Une somme qui leur a permis de restaurer leur marge en berne depuis la crise de 2008, mais n'a pas entraîné la création d'1 million d'emplois comme le promettait le patron du MEDEF. En 5 ans, la courbe s'est stabilisée, mais pas inversée. Le président avait fait ses calculs en pariant sur une croissance retrouvée et dynamique. Dans les faits, elle a navigué entre 0,2 et 1,1% sur le quinquennat, insuffisant pour doper l'activité. La consommation n'a pas pu jouer son rôle de moteur traditionnel, car les ménages ont vu leurs impôts grimper de près de 16 milliards en 5 ans. Sur le plan budgétaire, François Hollande avait promis de ramener le déficit sous les 3% dès 2013. Finalement, ce chiffre sera atteint fin 2017 avec une baisse de plus de 20 milliards. En revanche, la dette a continué à se creuser. Malgré la faiblesse des taux d'intérêt, elle s'est élevée fin 2016 à 98,4% du PIB.
Bruno Cotresse, cette inversion de la courbe du chômage, ça l'a poursuivi tout au long de son quinquennat, François Hollande, avec ce pacte de compétitivité qui n'a pas forcément produit les effets escomptés. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec cette conversion au social-libéralisme. Enfin, en tout cas, il a été un peu accusé justement de naviguer entre deux voies. Quel regard vous portez sur ce point, sur cette question économique? Regard à plusieurs dimensions, plusieurs niveaux. Dans un premier temps, on peut dire que François Hollande se piège lui-même avec l'inversion de la courbe, d'autant plus qu'il a un deuxième objectif au début de son mandat, qui est celui de la jeunesse. Et je me suis toujours interrogé sur les raisons pour lesquelles il a plus mis l'accent à un moment donné sur l'inversion de la courbe, plutôt que sur la question de la jeunesse. Et sur la question de la jeunesse, dans un premier temps du quinquennat, on dit on va recruter des enseignants, mais est-ce vraiment répondre aux demandes et aux besoins de la jeunesse que de recruter des enseignants? Et sur l'inversion de la courbe, il y a une deuxième lecture. Au fond, on voit aujourd'hui qu'Emmanuel Macron dit eh bien moi je vais fixer des objectifs et des critères d'évaluation aux ministres, et ceux qui ne tiendront pas leurs objectifs seront sanctionnés. Les députés déposent les candidats d'En Marche déposent une lettre de motivation. Et quelque part, on voit que François Hollande, en même temps, est un des tout rares ou tout premiers dirigeants du monde démocratique qui s'est lui-même fixé un critère d'évaluation et qui en a tiré des conséquences. Et donc, d'une certaine manière, si on le reprenait sur une très longue durée, c'est avec un peu de distance, on va voir que François Hollande a aussi en même temps montré aux autres dirigeants, aux autres potentiels dirigeants du pays, qu'à un moment donné, si on considère qu'on est un échec sur un de ces dossiers majeurs, on en tire des conséquences. Et ça, c'est très intéressant, puisque l'un des regards que portent les Français sur leurs hommes politiques, c'est que c'est une classe d'individus qui n'est pas sanctionnée lorsqu'ils sont en échec. C'est sans doute faux que les Français pensent ça, mais en tout cas, ils le pensent beaucoup. Donc j'ai un regard un peu partagé sur cette question de l'inversion de la courbe. Alain Bergogny. Oui, d'abord, notons le fait que c'est en toute fin de quinquennat, ces derniers mois, quasiment pendant la campagne électorale, qu'un certain nombre d'indicateurs passent au vert. Mais simplement, comme je le disais tout à l'heure, François Hollande a pensé que la dynamique de croissance jouerait plus tôt, quoi. Et c'était quand même fondé là-dessus. Et pour ceux qui ont de la mémoire, et quand François Hollande était professeur à Sciences Po, ou maître de conférence à Sciences Po, avec Pierre Moscovici, ils avaient un cours d'économie dans les années 80, et ils étaient les partisans de la croissance endogène. Donc Hollande a pensé qu'il y avait un cycle, c'était la théorie des cycles, et qu'il y avait un cycle. Donc là, évidemment, il s'est retrouvé en difficulté. Ensuite, il faut être... là, vous avez employé le mot, je crois qu'il faut parler là-dessus et avoir un débat là-dessus. Parce que social-libéral, oui et non. Parce que ça dépend ce qu'on appelle... Manuel Valls en mars 2014 a été considéré comme ce Manuel Valls n'est peut-être pas le meilleur interprète, à mon avis, du quinquennat. Parce que la politique de l'offre qui lui a été reprochée par la gauche de la gauche, par une partie du Parti socialiste, qu'ont fait François Mitterrand et Lionel Jospin. Ça avait déjà été pratiqué. Évidemment. Et à partir de 1983, Laurent Fabius avait donné comme consigne aux entreprises publiques de faire du profit. Donc, c'était une politique de l'offre qui a été menée, et Lionel Jospin avec Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi on lui a reproché à lui et pas c'est ça. à François justement parce qu'il n'y avait pas, il a toujours manqué ce récit explicatif. Donc, il a mené certes une politique de l'offre, et avec des éléments de politique libérale, comme depuis 1983. Il n'y a pas de grande nouveauté, mais en même temps, comme je l'ai dit, la protection sociale n'a pas été mise en cause. Elle a même progressé. Il y a eu des mesures qui ont été prises qui l'ont fait progresser par rapport à ce qu'elle était. Et puis, il a tenté très sincèrement le dialogue social. Parce que là, on vit tous sur l'image de l'année 2016, les manifestations, la loi travail, qu'il aurait dû être plus vigilant sur cette loi travail. Mais enfin, bon, il s'expliquera plus tard. Mais au départ, 2012, 2013, 2014, il y a les grandes conférences sociales, il y a les accords interprofessionnels. Et donc, en fait, comme le disait très bien Pascal Boniface, François Hollande, c'est un pragmatique.
Et donc, il a additionné des éléments de politique de nature assez différente. Les uns sociaux-démocrates, les autres sociaux-libéraux, et avec une volonté, effectivement, de dialogue social et d'apaisement. Simplement, les résultats n'ont pas été là parce que, et c'est là qu'on pourrait avoir un débat plus contradictoire, parce que certains disent, parce qu'il a eu tort, il fallait pratiquer une politique de la demande, bon, c'est les frondeurs, etc. Et puis d'autres disent, et c'était un peu la thèse d'Emmanuel Macron, et c'est sa thèse, c'est parce qu'il n'est pas allé assez loin dans les réformes structurelles et qu'il est resté à mi-chemin au lieu d'aller vraiment au fond. Et c'est vrai que paradoxalement, faire une loi travail telle qu'elle a été en fin de quinquennat, c'était quand même pas, alors là, d'une habileté extraordinaire, parce que c'est des choses qu'il fallait faire bien avant, quand le gouvernement, il y avait une certaine encore popularité, encore qu'elle a baissé assez vite. Mais voilà, donc je crois que le pragmatisme a ses mérites, mais il a aussi ses faiblesses. Ouais. Ziad Gebran, est-ce qu'il n'aurait pas dû, peut-être, on parlait des ambiguïtés dès le début du quinquennat, élargir aussi son gouvernement dès 2012, peut-être au centre, en faisant rentrer des personnalités comme François Bayrou, pour mieux faire accepter cette politique de l'offre qu'il a mise en place par la suite? Si, complètement. Après, ce qui est paradoxal dans François Hollande, en beau connaisseur de la vie politique, c'est qu'il a placé son quinquennat sous le signe du chômage dès la campagne déjà, puis après dès les premiers jours de son mandat. Donc c'est vrai qu'il aurait pu faire un acte politique fort pour expliquer cette démarche-là. Mais moi je me pose la question, pourquoi il a voulu être sur ce terrain glissant de l'économie, on se rappelle de Dominique Villepin quand il était Premier ministre, qui avait placé aussi son quinquennat sur la bataille contre le chômage. Donc c'est un terrain glissant pour beaucoup de politiques depuis un moment. Pareil, c'est pas forcément le terrain où la gauche est la plus légitime, ou en tout cas plus crédible. Il aurait pu effectivement axer son quinquennat sur la protection sociale, sur le mariage pour tous, des vraies réformes sociétales qu'il a menées. Donc le choix de François Hollande est il pose question en tout cas, et on le voit bien dans les mots qu'il utilise. Il passe d'abord de boîte à outils, qui est un mot justement qui ne veut pas dire grand-chose et qui ramène la présidence à quelque chose d'assez opérationnel. Il passe ensuite à pacte, on parle ensuite justement d'inversion de la courbe de chômage. Donc il n'a jamais vraiment trouvé le bon ton, en tout cas le bon vocabulaire pour expliquer sa politique aux Français. Et puis il y a un écart aussi entre les réformes sur le plan sociétal qui ont été une réussite, qui étaient populaires, et l'absence de résultats économiques. Donc beaucoup de gens se sont dit on s'occupe toujours des Parisiens, des privilégiés, d'une certaine catégorie sociale, socio-professionnelle. Et donc ce décalage entre des réformes qui ont été, disons, largement approuvées, au moins dans certains milieux, mais dont n'ont pas profité beaucoup de gens, et l'absence de résultats concrets, notamment sur le chômage, c'était évident. Et pour revenir à ce que vous disiez, c'est sûr que le discours du Bourget pouvait peut-être être plus global, mais ce qu'ont retenu les gens, et ceux qui a justifié le vote, je dirais, du coup, en 2012, il bat largement Mélenchon, parce qu'il incarne le vote de gauche et il laisse moins d'espace à Mélenchon. Et si Mélenchon a eu plus d'espace en 2017, c'est aussi peut-être en mémoire de 2012 et de ce qui était vécu comme des engagements non respectés par rapport aux questions sociales. On a un peu abandonné, disons que Hollande a privilégié le sociétal sur le social, et Manuel Valls l'identitaire sur le social. Mais le social a quand même été, même s'il n'a pas été bafoué, par rapport aux promesses, par rapport aux espoirs de 2012, il a quand même été un peu l'oublié du quinquennat. Et il n'y a pas eu de la grande réforme symbolique. Il y a eu, les grandes réformes qui étaient plus que des symboles, d'ailleurs, sous Mitterrand, parce qu'il y a eu une politique de l'offre, mais des réformes importantes, et sous Lionel Jospin. Les 35 heures, et Dominique Strauss-Kahn à l'économie, avec une politique en réalité, très social-libérale et des privatisations. Mais là, il y a eu des petites réformes sociales, mais rien qui n'a marqué l'opinion. Qui soit suffisamment lisible. Et suffisamment lisible, pour équilibrer, par exemple, le mariage pour tous, qui est la grande réforme sociétale, mais qui, effectivement, n'intéressait qu'une partie de la France, et pas l'autre. Bruno Cotresse. Je pense que tous les problèmes dont on parle, si on essaie de mettre de côté la responsabilité politique de François Hollande, c'est tout simplement qu'une autre personnalité aurait affronté sans aucun doute les mêmes difficultés, et Emmanuel Macron va les affronter. La politique dans les pays de l'Europe, globalement, c'est une politique en deux dimensions. Il y a la dimension socio-économique qui continue d'animer une très grande partie du débat public, des clivages sur lesquels vient se greffer la question de la gauche et de la droite. Et puis il y a la deuxième dimension, plus du changement culturel, du changement social. Et toute formation politique doit essayer de naviguer un peu entre les exigences contradictoires de ces deux dimensions. Si on va trop sur l'économique, eh bien on va peut-être s'aliéner une partie de l'opinion qui aspire à du changement culturel et sociétal.
Et réciproquement, et rappelons-nous qu'au début de son mandat, François Hollande, beaucoup de gens à gauche, et notamment à l'intérieur du Parti socialiste, disaient, avec les réformes de société qu'il a initiées, il oublie l'objectif numéro 1, la lutte contre le chômage, les classes populaires, et le Parti socialiste, depuis maintenant 20 ans, est dans une sorte de quête des classes populaires qu'il a perdu en partie, ou même en assez large partie, on l'a vu encore dans les élections de 2017, et la gauche n'arrive pas à faire son deuil des classes populaires, parce que sinon, évidemment, qu'est-ce que c'est que la gauche si elle abandonne le message d'espoir pour les classes populaires? Et donc cette question, elle est posée pas seulement au Parti socialiste, elle se pose dans tous les partis sociaux-démocrates. Et François Hollande, il a essayé de jongler à travers tout ça. Ça rattrapera Emmanuel Macron. Un mot pour souligner ce que vous dites, parce qu'il faut essayer d'être équilibré. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde l'Europe, tous les gouvernements de type travailliste, sociaux-démocrates, socialistes ont connu des difficultés. Qu'ils soient en Angleterre, la fin de la troisième voie, en Espagne, c'est évident, Renzi, qui est un peu le Macron italien, aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même... les critiques sont utiles et nécessaires. Et puis comme ça se termine mal, évidemment, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. On a commencé à en expliquer quelques-unes. Mais la situation était extrêmement difficile. Et aucun grand leader socialiste européen n'a réussi dans son pays. Tout juste, et encore sur un équilibre fragile, le gouvernement des sociaux-démocrates suédois. Mais c'est même en Suède, c'est difficile. Donc il faut voir, on est dans un ensemble, et c'est les difficultés de la social-démocratie européenne à faire face aux contradictions et, comme vous le disiez, aux injonctions contradictoires, parce qu'il faut faire plusieurs choses qui ne vont pas ensemble. On reviendra sur cette question de l'Europe, mais je voudrais aussi qu'on parle de celui qui voulait quand même incarner un président normal, proche du peuple, et qui atteint des sommets d'impopularité, réputé pudique, avare en confidence. Il s'est finalement épanché auprès des journalistes. Cécile Sixou. Premier pas à l'Élysée et première maladresse. François Hollande serre la main de Nicolas Sarkozy, mais ne le raccompagne pas jusqu'à sa voiture. Inexpérience ou impolitesse, dès le départ, le nouveau chef de l'État ne maîtrise pas les codes et donne l'image d'un président qui a du mal à enfiler les habits de la fonction. Même jour, son costume prend déjà l'eau. Il remonte les Champs-Élysées sous une pluie battante, une mauvaise météo qui ne le quittera pas, avec une image emblématique sur l'île de Sein où François Hollande refuse le parapluie et prononce un discours sous un véritable déluge. Un président trempé, désacralisé, anormal. Mauvaise communication aussi lors de l'affaire Leonarda, une collégienne rome de 15 ans dont l'arrestation et l'expulsion avaient suscité l'émoi des Français. François Hollande veut lui-même éteindre l'incendie. Il propose dans une allocution télé à la jeune fille de rentrer en France, mais sans sa famille. Non, lui répond l'adolescente par médias interposés. Séquence catastrophique pour le chef de l'État, ridiculisé. Mais ce qui écorne particulièrement son image, ce sont les feuilletons liés à sa vie privée. Le tweet tout d'abord de Valérie Trierweiler qui encourage l'adversaire de Ségolène Royal aux législatives. La photo ensuite dans un magazine People où la France et la compagne de François Hollande découvrent la liaison du président avec Julie Gaillet. Le livre, enfin, merci pour ce moment de son ex-compagne Valérie Trierweiler qui étale au grand jour leur rupture et dévoile le surnom que donne le président aux gens modestes, les fameux sans dents. Il y a quelques mois, la publication d'un livre Confidence, un président ne devrait pas dire ça, dont les révélations consternent dans son propre camp, dégradent encore un peu plus sa stature de chef d'État et donnent l'impression que François Hollande passe plus de temps avec les journalistes qu'à s'occuper des affaires de l'État. Ziad Gebran, vous qui êtes expert en communication politique, un mot quand même sur ces 5 années et sur la gestion de son image. Elle a été calamiteuse ? Je pense qu'elle a été calamiteuse et ça a été effectivement un des facteurs de sa candidature à l'élection présidentielle. Il n'a jamais en fait su trouver ni le bon ton ni la bonne hauteur. Le titre du livre, justement, est assez révélateur. Un président ne devrait pas dire ça parce que François Hollande n'a jamais su ce qu'un président devait dire ou devait faire. Il n'a jamais vraiment compris, endosser en tout cas le costume du président. Et on le voit bien même sur des choses très symboliques, sur le fait que sur l'île de Sein, quand il prononce son discours où il dit c'est bien de montrer comme les résistants en leur temps que j'affronte les éléments, il ne comprend pas en fait l'effet désastreux que ça a sur l'opinion et sur son image.
En fait, il n'arrive pas justement à percevoir la perception que les Français ont, enfin l'image, les effets sur son image que les Français peuvent avoir de lui, et c'est assez désastreux. Et puis, il n'a pas non plus compris le changement avec les médias d'information en continu, avec les réseaux sociaux. On le voit avec Valérie Trierweiler, avec l'affaire Leonarda. Il n'a pas compris en fait par rapport à l'époque où il était premier secrétaire du Parti socialiste, où il communiquait directement avec les journalistes par SMS. Il n'a pas compris que le monde avait radicalement changé et que justement la communication avait complètement changé d'époque et de mode de fonctionnement. Ouais. Mais il faut peut-être une petite nuance quand même, parce que c'est vrai. Mais en même temps, c'est le même homme qui a pris des décisions importantes en politique internationale. Et tout le monde reconnaît qu'au moment des attentats, que ce soit en janvier ou en novembre ou en juillet, qu'il a été à la hauteur. Et avec le souci, comme le disait Pascal Boniface, de rassembler, de tenir le pays dans une réalité démocratique. Et donc voilà, donc c'est un peu la dualité. Mais c'est un peu en temps normal. Il a été trop normal. Exactement. Les Français, bon, François Hollande est quelqu'un qui est personnellement sympathique, il n'est pas arrogant, il n'est pas cassant, etc. Mais les Français veulent quand même un peu de régalien. Et donc, c'est vrai que le livre, passer son temps avec des journalistes pour raconter des secrets d'État en plus, là du coup, il y a dans le quotidien un manque de distance et de fonction du costume de président qui doit certes être près du peuple, qui ne doit plus être en dehors et qui ne peut plus être un monarque comme auparavant, même si François Hollande, comme d'autres, a eu sa cour. Enfin bon, ça c'est des phénomènes auxquels je pense Emmanuel Macron va être confronté, ou il est déjà confronté d'ailleurs. Bon, mais il peut-être qu'on attendait un peu autre chose, on attend un peu autre chose d'un président que du camarade sympathique qui est toujours disponible. C'est vrai, Bruno Cotresse, qu'on sortait de la présidence de Nicolas Sarkozy, il a voulu marquer une rupture et lui aussi. Je pense que ça explique en partie, c'est-à-dire la volonté de François Hollande d'apparaître comme l'antithèse de Nicolas Sarkozy est très frappante au début de son mandat. On a le sentiment même que dans ses décisions, il veut systématiquement prendre le contre-pied de Nicolas Sarkozy, mais au fond, tous les deux, François Hollande et Nicolas Sarkozy, on verra pour Emmanuel Macron, ils sont les contemporains d'une transformation du rôle et de la communication du rôle exécutif. Et on voit que tout le monde cherche un point d'équilibre ou une bonne mesure entre l'ancien style, effectivement, très dans le magistère, dans le monarchique, et puis en même temps ne pas tomber dans le président de la République, qui est une sorte de gros Premier ministre ou de super Premier ministre. On voit qu'ils ont du mal tous les deux, nos deux précédents présidents, à trouver leur rôle, parce que Nicolas Sarkozy aussi avait eu beaucoup de difficultés avec l'incarnation du rôle présidentiel. Et pour Emmanuel Macron, on peut se poser des questions. On commence à apercevoir dans sa communication aussi, peut-être aussi des éléments d'incertitude sur ce rôle. Quand on le voit, traverser la cour du Louvre, l'esplanade du Louvre. Là aussi, on voit qu'il y a une volonté de faire dans le magistère, dans le solennel. Et en même temps, on sent bien que quelque part, c'est ambigu. C'est une communication qui apparaît presque surdimensionnée pour l'événement de dimanche soir. Donc, ils sont tout simplement des contemporains d'une transformation très importante du rapport des citoyens au pouvoir, qui n'est plus à des années-lumière, effectivement, les réseaux sociaux, etc. Et ils se cherchent tous un peu de ce point de vue-là. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Ziad Gemran ? Je suis en partie d'accord avec cette analyse. C'est vrai qu'il a pris le contre-pied, François Hollande a pris le contre-pied de Nicolas Sarkozy, notamment avec la présidence normale, qui était aussi un concept en opposition à Dominique Strauss-Kahn, à la base. Mais il n'a jamais en fait défini ce qu'était la présidence normale. Il aurait pu effectivement partir de ce concept-là, qui était un concept fort de campagne et qui a contribué sans doute en partie à sa victoire, sans définir. Et en fait, il l'a réduit à des artifices comme prendre le train plutôt que l'avion, prendre la voiture pour aller à Tulle plutôt que l'avion, ou passer ses vacances, ses premières vacances. On voit ces photos dans la presse People de lui en maillot de bain avec sa compagne. Donc c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment défini. On revient à ce fil rouge, cette narration. Et Emmanuel Macron a tenté de le faire, mais on verra s'il ne sera pas prisonnier lui aussi de ses concepts de campagne en disant « je serai un président qui préside et je laisserai mon Premier ministre gouverner ». Il revient en fait à l'esprit de la Ve République avec un petit peu de hauteur. Et on voit bien que l'événement du Louvre était aussi pour montrer justement la hauteur de la présidence de la République, en tout cas ce qu'elle devrait avoir comme hauteur. Alors en difficulté sur le plan national, François Hollande a en revanche redoré son blason sur la scène internationale. S'il a su restaurer la crédibilité de la France et de son armée, il n'a peut-être pas su définir de véritables caps et notamment résoudre la crise en Syrie. Flora Sauvage. La signature de l'accord de Paris à l'issue de la COP21 est un succès du quinquennat de François Hollande. Il réalise l'impensable, mettre d'accord 195 délégations étrangères. Le 12 décembre 2015, le premier texte universel contraignant sur le climat est signé.
Même si Donald Trump a menacé de se retirer de l'accord de Paris, la COP21 restera une réussite personnelle pour le chef de l'État français, car il s'agissait d'un pari risqué. Autre fait marquant du quinquennat, les opérations extérieures assurent à François Hollande une réputation de chef de guerre. Janvier 2013, des colonnes de djihadistes menacent Bamako. Il lance l'opération Serval au Mali, qui mettra fin à cette offensive. Et c'est en héros qu'il est accueilli à Bamako, la capitale malienne, un mois plus tard. Aucune ville, aucun village ne doit être occupé par des terroristes et échapper à la souveraineté du Mali. En Centrafrique, François Hollande lance l'opération Sangaris en décembre 2013 pour mettre un terme aux violences intercommunautaires. Concernant l'Europe, son bilan est plus mitigé. Sur le dossier grec, il a su s'imposer entre le rigorisme de Berlin et la politique anti-austérité d'Athènes. Mais le couple franco-allemand n'a pas toujours été au beau fixe sur la gestion de la crise migratoire. Enfin, le grand échec de la politique étrangère du quinquennat restera la Syrie. François Hollande n'a pas réussi à imposer la voix de la France dans la résolution de ce conflit. Je continue néanmoins de regretter, je le dis devant vous, que la communauté internationale n'ait pas agi en temps voulu pour faire cesser les massacres en Syrie. Après l'échec de l'intervention internationale avortée avec le renoncement de Washington, Paris a peu à peu été écarté du dossier syrien. Aujourd'hui, la France pèse peu au Moyen-Orient. Pascal Boniface, François Hollande, chef de guerre, c'est là peut-être qu'il s'est le plus révélé, c'est ce que vous diriez ? Oui, effectivement, Alain Berguenou le mentionnait tout à l'heure, il a su prendre une décision rapide pour intervenir au Mali, qui a été efficace. Les Américains eux-mêmes étaient bluffés en disant « nous, on n'aurait pas pu agir dans des circonstances aussi rapides ». Et donc l'opération au Mali, c'est l'exemple même d'opération militaire réussie, alors que la plupart des autres opérations militaires occidentales en Afrique ou ailleurs ont échoué. Parce qu'il y avait un consensus international, qu'il y avait une demande du pays, qu'il y avait surtout le jour d'après. Il y avait un objectif politique, c'est-à-dire que c'est l'exemple inverse de la Libye, où on a dit on veut de la communication et on ne pense pas après. Pour le bilan international, il y a quand même des réussites. La COP21 dont on a parlé, l'intervention au Mali, il ne faut pas oublier les accords de Minsk parce qu'il n'a pas tout à fait rompu avec la Russie, alors qu'on lui demandait de dire non, il ne faut même pas recevoir Poutine aux commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Mais c'est peut-être là, plus que jamais, qu'il a manqué un récit. Que pour les pays extérieurs, on se demande un peu où est la France. C'est pragmatiquement du coup par coup, c'est bien, mais il n'a pas su incarner l'affaire. Enfin, lorsqu'on apprend que la NSA espionne, il dit bon, allez, on continue quand même. Il n'a pas su de temps en temps, parce qu'il n'est pas clivant, faire les gestes que aussi bien De Gaulle, Mitterrand et Chirac ont fait en leur temps, de taper du poing sur la table et de dire aussi bien aux Américains qu'aux autres, eh bien, il faut faire cela. Et puis, il manque quand même aussi là une grosse trahison des engagements, la non-reconnaissance de la Palestine, alors que c'était un engagement fort du début de son quinquennat, qu'il n'a pas fait largement pour les raisons de politique intérieure, mais qui, du coup, a un peu terni le prestige de la France dans cette région, parce que la France, c'était, depuis De Gaulle, depuis Mitterrand, l'avocat de cette cause. Donc c'est un bilan qui est très contrasté, mais qui, surtout, fait que comme il n'a pas illustré d'un récit, comme il n'a pas su finalement de temps en temps prendre le taureau par les cornes et dire aux Américains non, c'était pas possible, ou d'autres comme l'ont fait en leur temps ses prédécesseurs, eh bien la visibilité de la France n'est pas terminée, il y a toujours une attente, mais elle s'est légèrement estompée malgré quelques succès remarquables. Ouais. Noura Madi nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir Noura, spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. On a parlé du bilan de François Hollande sur le plan international. Quel bilan vous dressez-vous sur le plan européen justement ? Autant dire Delphine que c'est un bilan en demi-teinte. En 2012, on se souvient, lui président, il avait promis de réformer l'Europe, remettre de la croissance et de l'emploi dans cette Europe austéritaire. Autant dire que sur ce premier chantier, il n'a pas du tout abouti. On se souvient du traité budgétaire européen négocié en pleine crise de l'euro par Nicolas Sarkozy qui posait le principe d'un retour à l'équilibre des finances publiques qui a été adopté à la virgule près par le Parlement français. Et donc à l'image de ce péché originel du TSCG comme on l'appelle, François Hollande et les questions européennes, le bilan est plutôt maigre. Il a échoué à réorienter l'Europe, comme je vous le disais, sur la croissance. Il a échoué dans l'approfondissement de la zone euro. Il a échoué dans son projet de proposer des eurobonds, des obligations, des euro-obligations afin de mutualiser les dettes souveraines européennes. Il a échoué à renouer le lien entre les Français et l'Union européenne. 1 sur 2, pour rappel, a voté pour des partis
eurosceptique, voire europhobe au premier tour de cette présidentielle. Un lien qu'il a toujours eu lui-même du mal à définir, sachant qu'il était premier secrétaire du Parti socialiste en 2005, alors que le référendum sur la Constitution européenne a déchiré son parti. Sa gestion tiède aussi de la crise des réfugiés a été particulièrement critiquée, notamment le double discours vis-à-vis de Berlin et d'Angela Merkel, qui a pris en charge seule la gestion de la crise et qui a pris en charge seul l'accord qui a été négocié avec la Turquie, avec l'aide de la Commission européenne, qui a permis de tarir un petit peu ce flux. Également son incapacité à tenir ses engagements budgétaires, le dogme des 3%, certains l'appellent le dogme des 3%, qui n'a rien arrangé. François Hollande là-dessus aura braqué les Allemands, aura trahi ce contrat de confiance dans ce couple formé par Berlin et Paris, une confiance qui a été difficilement possible à renouer. Le seul moment où il a été capable en fait de recréer ce lien, c'est après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, donc le 11 janvier 2005, avec cette photo dont on se souvient tous, cette épaule posée par Angela Merkel sur François Hollande à l'aune de cette manifestation. Rapidement, on lui reconnaît aussi quelques victoires, Nora. Effectivement, la victoire, on en parlait tout à l'heure, le dossier ukrainien et le dossier grec. Le dossier ukrainien, il a permis, par ses talents de négociateur, grâce aussi à Angela Merkel, de créer ce lien et d'éviter l'escalade en fait dans le dossier ukrainien après l'annexion de la Crimée. Et sur la Grèce, il a évité clairement un Grexit en allant aider en fait Alexis Tsipras, qui avait beaucoup de difficultés à discuter avec l'Eurogroupe et notamment avec l'orthodoxe Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand. Celui, en somme, qui en parle le mieux, finalement, c'est Pierre Moscovici, son ancien ministre de l'économie et actuel commissaire européen aux finances. Il le qualifie avec une pointe de déception. Hollande n'a pas été moteur en Europe. En gros, il reste plutôt l'image d'un gestionnaire à défaut d'un visionnaire, Delphine. Oui. Alain Bergogneau, vous êtes d'accord avec ce que vous entendez ? Quelques nuances. Parce que, on parlait tout à l'heure d'un symbole fort. Il restera dans l'histoire le symbole de janvier 2015. Et on voyait des images, alors évidemment un symbole un peu imposé, mais quand même extrêmement fort. Ensuite, c'est tout le débat sur la question européenne, parce que c'est vrai en Europe comme nationalement, c'est-à-dire qu'il a adopté une démarche pragmatique, parce qu'il n'a pas tenu ses engagements des 3%, parce qu'il ne voulait pas les tenir. Et il a obtenu, je le redis, j'avais dit en début d'émission, et il a obtenu de l'Allemagne une tolérance pour ça, mais en même temps, il fallait signer le traité. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé en Europe dans ces 5 ans, parce que je me souviens des débats qu'il pouvait y avoir dans les années 2000. Il fallait que la Banque Centrale Européenne cesse de s'occuper uniquement de l'inflation. Et la Banque Centrale Européenne a joué un rôle majeur pour éviter la crise et a une politique dont on aurait rêvé il y a 10 ans de ce point de vue. Il y a eu l'union bancaire, etc. Il y a des choses qui se sont passées en Europe. Mais François Hollande a estimé, à tort ou à raison, le débat continuera, puis il y aura des pièces d'archives, des témoignages, que la France n'avait pas le rapport de force pour faire bouger l'Europe seule. Et c'est vrai qu'il n'avait quand même pas eu, et qu'il n'avait pas beaucoup d'alliés. Et le socialisme européen était divisé sur ces questions-là. Il y avait même c'est ce qui a empêché Pascal Boniface, ce manque d'harmonie, des socialistes européens à mener une action efficace, convenable en Europe ? Oui, puis il manquait d'alliés, effectivement. Les Italiens, sur lesquels il s'appuie au tout départ, ont eu une crise gouvernementale. Bien sûr. Mais je voulais revenir d'un mot sur la Syrie qui a été évoqué dans votre reportage, parce que l'accusation de dire c'est la France qui n'a pas... Non, la France n'a pas réussi à résoudre la crise syrienne. Pas plus que la Russie, pas plus que les États-Unis, pas plus que l'Iran, pas plus qu'aucun autre pays. Et donc, il est injuste de critiquer uniquement la France et François Hollande. Par contre, moi, je n'achète pas le discours qui est le discours reconstruit de François Hollande et du gouvernement de dire « Ah, si on nous a écoutés en septembre 2013, on aurait été bombardés, tout aurait été réglé. » Non, on aurait été dans une situation catastrophique, parce que quand on est membre permanent du Conseil de sécurité, qu'on s'appelle la France, on ne se lance pas dans une guerre sans feu vert du Conseil de sécurité. Et donc, heureusement qu'on ne l'a pas fait. Et là, on voit bien qu'il y a une tentation de faire du storytelling sur le fait, si on nous écoutait à l'époque, la crise syrienne aurait été réglée. C'est faux. Donc il est injuste de l'attaquer de ne pas l'avoir réglée. Il serait injuste de dire que si on a écouté la France à l'été 2013, la paix serait arrivée en Syrie. Ouais, Ziad Gebran, on a évoqué quand même aussi la COP21. Ça, c'était un succès pour peut-être masquer les erreurs de communication du président. Là, il a quand même capitalisé sur son image à cette occasion. Oui, laissant quand même la place à Laurent Fabius, qui était lui le maître d'œuvre de la COP21. Mais c'est vrai que la tenue de ce sommet international
très important pour le réchauffement climatique, enfin contre le réchauffement climatique, quelques semaines après les attentats quand même de novembre 2015, était un grand défi pour la France. Et François Hollande a quand même réussi, à d'autres événements, à d'autres occasions aussi, comme la commémoration du débarquement, à réunir tous ces chefs d'État et de gouvernement dans une pièce pour une belle photo de famille. Mais ça reste quand même des images, des symboles, et c'est pas une action de fond qu'il a réussi à mener. Là, c'est quand même plus qu'un symbole. La Convention de Paris, c'est quand même plus qu'un symbole. En termes de c'est la communication, vérité. Oui, bien sûr. Avec sur les questions européennes, je pense qu'effectivement le lien des Français avec l'Europe ne s'est pas retissé au cours du mandat de François Hollande. Mais c'est une histoire qui est partie bien avant François Hollande et qui ne s'est pas encore arrêtée, puisqu'on vient de voir dans l'élection d'Emmanuel Macron à quel point la question de l'Europe était maintenant sur la table et allait être sans aucun doute redébattue. Il y a un conflit d'interprétation dans la société française et on n'est plus du tout aujourd'hui dans une sorte d'opposition frontale entre les pros et les anti-européens. On est plutôt dans une bataille d'interprétation sur le sens de l'Europe, la direction, l'Europe au profit de qui, pour faire quoi. Et il y a une véritable bataille d'interprétation sur cette question à l'intérieur de la gauche, à l'intérieur de la droite aussi, mais à l'intérieur de la gauche, c'est une bataille d'interprétation qui n'a pas encore dit son dernier mot. Ouais. Pascal Boniface, peut-être sur... oui, effectivement, c'était pourtant, c'est un Européen convaincu, mais il n'a pas su renouer ce fil et l'euroscepticisme ou l'hostilité ou la contestation. On voit bien les scores électoraux, ils n'ont pas bougé d'un iota, voire ils ont augmenté au cours du quinquennat. Ouais. Alain Bergogneau, en 30 secondes, je voudrais juste vous rappeler cette phrase de François Hollande. Il l'a prononcée lui-même lors d'un discours au Théâtre du Rond-Point pour les 80 ans du Front Populaire. C'est la tragédie de la gauche au pouvoir. Ça peut résumer le quinquennat de François Hollande ? Il y a toujours eu un rapport difficile de la gauche au pouvoir, parce qu'on attend plus de la gauche qui doit transformer que de la droite qui veut conserver. Donc la gauche déçoit toujours, parce qu'elle ne va jamais assez loin dans la transformation. Et quand la gauche de la gauche arrive au pouvoir, comme on l'a vu en Grèce, elle éprouve les contradictions du pouvoir. Donc c'est ça le point historiquement vérifié depuis des décennies. Merci beaucoup Alain Bergogneau, merci Pascal Boniface, merci Ziad Gebran, merci Bruno Cotresse et merci à vous Nora. On va parler maintenant de l'actualité. C'est au Sénat cette éventualité d'un report des élections sénatoriales, puisqu'elles sont normalement prévues le 24 septembre prochain et elles pourraient être reportées d'un an. L'objectif, c'est de rendre effective rapidement la réforme du nombre de parlementaires. Les explications de Jérôme Rabier. Elle n'est pas en marche, elle court la rumeur sur un possible report des élections sénatoriales prévues en septembre prochain. Partie d'un article du Bulletin quotidien, elle circule désormais jusqu'au plus haut sommet de l'État, comme le confirment certains élus. Beaucoup en parlent, y compris des ministres, dont je tairai le nom, qui en ont parlé hier, je le sais, puisque l'un d'entre eux m'a appelé pour m'en parler avant le Conseil des ministres. Donc c'est un sujet qui semble être, selon les échos que j'ai, acté par le président de la République. La moitié de la Chambre haute devait être concernée, soit 170 sénateurs, mais Emmanuel Macron envisagerait de repousser leur mandat d'un an pour faire passer la loi sur la diminution du nombre de parlementaires. Il n'y a pas d'autre solution que de reporter les sénatoriales de 2017 à 2018. Donc c'est une bonne solution pour vous? Oui, j'y suis très favorable. J'ai d'ailleurs un peu travaillé sur le sujet afin de préparer ce texte de loi pour une diminution générale de tous les sénateurs en 2021. Mais à moins de 5 mois de cette échéance électorale, est-ce possible? Sans le souhaiter, le président du Sénat laisse la porte ouverte et doit s'entretenir de ce sujet avec Emmanuel Macron ce week-end. Moi, je suis par nature pour le respect des règles en cours, en démocratie. Ça n'est pas, semble-t-il, juridiquement impossible. Il reste encore à examiner quelques aspects constitutionnels. La décision, quelle qu'elle soit, doit être rapidement actée, car les sénateurs devront, pour valider ce report, voter une loi organique et le Conseil constitutionnel se prononcer. Et pour comprendre les enjeux de ce report éventuel des élections sénatoriales, Jean-Philippe Derosier, professeur de droit constitutionnel, est notre invité. Il répond aux questions de Tam Trani. Le face-à-face, c'est tout de suite. Jean-Philippe Derosier, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'un report des élections sénatoriales de 2017 à 2018 serait, selon vous, une bonne chose? L'objectif affiché par En Marche, c'est de pouvoir passer sa loi organique qui, notamment, diminuerait le nombre de parlementaires avant ces élections. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ça me semble complexe pour un triple point de vue pratique, politique et constitutionnel. D'un point de vue pratique, cela ne peut se faire, vous l'avez dit, que par l'adoption d'une loi
organique. Et il n'est pas question d'adopter une loi organique avant les élections législatives. Donc cela veut dire que le texte ne pourrait arriver sur le bureau du Parlement qu'à compter de la fin du mois de juin et par conséquent, il ne pourrait pas être adopté avant la fin du mois de juillet. Les délais sont très contraints. Et donc les délais sont extrêmement contraints. Les élections sont prévues pour le 24 septembre. C'est bien que la loi ne serait promulguée pas moins de 2 mois avant les élections elles-mêmes. Et prévoir moins de 2 mois avant le report d'une élection, quelle qu'elle soit, et en particulier les sénatoriales, me semble quelque peu délicat. Donc il faudrait agir très vite et ce n'est peut-être pas là la priorité immédiate à laquelle doit se livrer un président élu au regard de l'opinion publique et de son électorat. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a déjà envoyé les convocations aux conseillers municipaux, soit la quasi-totalité des grands électeurs. Hein. Exactement, ça c'est le problème constitutionnel que j'évoquerai ensuite. Sur le plan politique, le message qui est renvoyé de la part d'un président qui veut rénover la vie politique, c'est attendez, on va rénover, mais on va proroger d'1 an le mandat de ceux qui sont déjà élus. Ça ne me semble pas être symboliquement vraiment la meilleure mesure. Est-ce que ça veut dire aussi repousser d'1 an l'application du non-cumul des mandats ? Eh bien, pour les sénateurs, c'est cela que ça voudrait dire, parce que normalement, ça s'applique au Sénat renouvelé en 2017, et il y aurait là, effectivement, une petite difficulté juridique qui peut être facilement résolue. Il suffit que la loi tranche de savoir si ça s'applique au 1er septembre ou si ça s'applique à compter du prochain renouvellement du Sénat. Mais effectivement, ça pourrait proroger, et vraisemblablement, ça prorogerait également cette application au niveau du signal, c'est sûr que ça va à l'encontre du renouvellement. Exactement, va aussi à l'encontre du renouvellement. Et surtout, d'un point de vue constitutionnel, il y a, me semble-t-il, un certain nombre de difficultés. Vous l'avez souligné, les convocations des grands électeurs sont déjà parties. La campagne pour les élections sénatoriales, si elle n'est pas officiellement lancée, a tout de même débuté, parce que notamment tous les frais de campagne sont déjà répertoriés, et ils sont répertoriés depuis le 1er mars, c'est-à-dire 6 mois avant l'élection sénatoriale elle-même. Et donc si c'est reporté, ça veut dire que tout ce qui a été engagé jusqu'à présent est annulé. Est-ce qu'on le reporte sur le compte suivant? Est-ce que, au contraire, on efface tout et on recommence? Ça soulèverait une certaine inégalité. Ça serait inédit comme situation. Ce serait tout à fait inédit. Et je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel, qui devra apprécier cette loi organique parce que il est obligé de contrôler les lois organiques, valide le fait que à moins de 2 mois, on reporte une élection. Le Conseil constitutionnel accepte la prorogation des mandats pour des raisons d'intérêt général et signale toujours et à juste titre qu'il n'a pas un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement et qu'il n'est pas là pour dire si la solution envisagée par le Parlement pourrait pu être trouvée par une autre voie. Néanmoins, il s'assure que l'objectif poursuivi n'est pas manifestement inapproprié d'un point de vue constitutionnel. Et là, étant donné que la campagne est déjà un petit peu engagée et que visiblement l'intérêt général, c'est simplement la réduction du nombre de sénateurs, ça n'a pas de conséquences réelles sur la vie démocratique du pays. D'autant plus que si l'on réduit immédiatement le nombre de sénateurs, parce que c'est pour cela que l'on voudrait reporter les sénatoriales, c'est pour appliquer dès septembre ou plus exactement dès l'élection du prochain Sénat, la réduction du nombre de sénateurs. Eh bien, si on le fait dès à présent, cela voudrait dire qu'il y aurait un net décalage entre le nombre de sénateurs et le nombre de députés à l'Assemblée nationale, lesquels ne seraient réduits dans leur nombre, a priori, que d'ici 5 ans, sauf dissolution qui pourrait être prononcée par le président de la République. Il y aurait aussi un décalage au sein même du Sénat entre les personnes qui auraient été renouvelées cette fois-ci et celles qui sont renouvelées 3 ans plus tard. Oui, alors c'est un problème que soulignent certains sénateurs de droite. Cela serait aussi un problème qui me paraît être en réalité un faux problème, parce que à partir du moment où l'on acte le fait que l'on veut réduire le nombre de sénateurs, il y aura nécessairement une période transitoire, une transition. On peut imaginer un renouvellement intégral, alors, sinon on peut envisager un renouvellement intégral. La loi organique peut absolument tout décider. Il n'est pas prévu dans la Constitution que le Sénat doive se renouveler par moitié tous les 3 ans ou quoi aux caisses. La Constitution impose simplement un nombre maximum de sénateurs, 348, et qu'ils soient élus au suffrage universel, 1
indirect. Elle ne fixe pas la durée du mandat, elle ne fixe pas le mode de renouvellement ni le mode de scrutin. Mais étant donné qu'il a toujours été renouvelé ainsi, que le Sénat est dit d'une assemblée permanente justement parce qu'il se renouvelle par moitié, je ne suis pas certain que le choix se porte effectivement sur un renouvellement intégral. Et d'un point de vue constitutionnel, je ne pense pas que ça pose une réelle difficulté qu'il y ait pendant une période transitoire des sénateurs, enfin une disparité au niveau de la représentativité des sénateurs. Un faux problème donc pour vous. Alors on va également parler du programme d'Emmanuel Macron en matière de renouvellement des institutions. Jean-Philippe de Rosier, il promet une grande loi sur la moralisation de la vie publique. Ça serait sa première loi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réponse aussi à tout ce climat des affaires qui a émaillé la campagne ? Alors, je ne sais pas si c'est une réponse. Ce que je vois, ce que je crois, c'est qu'il y a une attente de la part des électeurs sur ce sujet, sur cette volonté de moraliser la vie politique. On disait que pour l'opposition actuelle, pour les Républicains, pour la droite, c'était une élection imperdable. Et elle a néanmoins réussi à la perdre. Alors, quelles en sont les causes exactes ? Cela, on pourra s'y pencher peut-être d'ici quelques années. Mais le fait est que les affaires qui ont été révélées à l'égard de François Fillon ont certainement leur part de cause dans ce résultat final. Et donc c'est bien que les Français veulent sanctionner certaines attitudes, et donc il y a une attente de leur côté. Et par conséquent, Emmanuel Macron s'est engagé à faire une réforme sur la moralisation de la vie publique, et effectivement, est-ce une réponse seulement à ces affaires de la campagne ? Est-ce une réponse plus générale sur la vie publique telle qu'on l'a pu la voir au cours du dernier quinquennat, ou même au-delà, cela, peut-être que ça ressortira dans les débats. D'abord, cette loi prévoit que les détenteurs de casier judiciaire ne pourront plus se présenter. Ça étonne presque que ce soit possible aujourd'hui. Oui, alors détenir un casier judiciaire, cela signifie que l'on a été condamné pour quelque cause que ce soit. Ce ne sont pas seulement les meurtriers ou les violeurs qui détiennent un casier judiciaire, mais qu'on a été condamné, qu'on a purgé sa peine et que donc on est quitte vis-à-vis de la société par rapport à l'infraction que l'on a commise. Et donc, effectivement, c'est pour cela que lorsque le casier n'est pas vierge, mais que l'on a effectivement purgé sa peine, et que si on était inéligible, on est redevenu éligible, on peut à nouveau se présenter à une élection, et notamment à l'élection présidentielle. Ça vous paraît une bonne chose, ce casier judiciaire vierge ? Oui, parce que, alors, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail du casier judiciaire, mais il y a différentes strates dans le casier judiciaire, et celui qui doit être vierge, c'est le B2, c'est-à-dire le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, qui est celui qui détient un certain nombre d'informations, mais pas toutes. Et effectivement, c'est une preuve de moralisation. Et il faut savoir qu'au bout d'un certain temps que l'on a purgé sa peine, le casier judiciaire s'efface. Que donc on ne va pas traîner comme un fardeau tout au long de sa vie une erreur de jeunesse ou un élément que l'on a pu commettre par le passé. Autre mesure importante, les activités de conseil seront proscrites pour les élus. Est-ce que cette mesure va assez loin pour éviter les conflits d'intérêts, car c'est bien là l'objectif ? C'est une première étape. Mais il faut regarder le problème dans son ensemble. Et l'on souhaite de plus en plus avoir des élus qui souhaitent dignes, qu'ils fassent preuve d'une probité, ça concerne le point précédent, et qui se consacrent pleinement au mandat dont ils sont investis. Et c'était notamment l'idée de la limitation du cumul des mandats pour avoir des parlementaires à plein temps. Si telle est l'idée, alors il faut les empêcher de mener quelque autre vie professionnelle que ce soit pendant la durée de leur mandat. Sauf que cela pose un autre problème, qui est ensuite le retour à la vie non politique. Je ne veux pas dire la vie civile, parce que pour moi, la vie politique est une vie civile. Mais au-delà, en tout cas, un retour à une autre profession. Ça pose la question du statut de l'élu pour vous. Et donc, ça pose la question du statut de l'élu, très exactement. D'autant plus si l'on veut limiter dans le temps le nombre de mandats, ce qui veut dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, on va être contraint de revenir à sa vie professionnelle d'avant. Et évidemment, au bout de 5, 10 ou 15 ans, eh bien, les techniques ont évolué,
évolué, la profession a pu changer, et quelqu'un qui s'est consacré à plein temps à sa vie d'élu n'a plus forcément connaissance de sa profession et n'est plus concurrentiel sur le marché. Et donc il faut trouver des moyens, il faut y réfléchir, et ça doit être concomitant à cette réflexion sur effectivement l'activité de conseil, qui est une première étape, mais qui devrait aller plus loin, à mon avis. Merci beaucoup Jean-Philippe Desrosiers d'avoir répondu à nos questions sur notamment cette vaste loi de moralisation de la vie publique qui comporte bien d'autres points, bien entendu. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk et ses invités. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition de Politique 360. Nouveau rendez-vous sur Public Sénat, ce sera à 18h. Bonne soirée à tous.